Attention, ce qui va suivre est de l'humour bien gras. Ne le prenez pas au premier degré. J'espère que vous êtes pas con à ce point-là. J'espère sincèrement pour vous. B-O-B-Z-O-M-B, mon nom à moi c'est Bob Zombie, oui tu l'as deviné. Bienvenue sur Nostalgic Radio. Bonjour, c'est l'heure de notre émission Poésie, sexe et vieux lecteurs. Confiez-vous en toute intimité devant mes 1000 abonnés. On prend un premier appel, bonjour. Oui, bonjour. Oh, toi, t'as une voix qui montre que tu ne suces pas que des glaçons. J'ai 40 ans, je communique sur Facebook et je lis encore des vieux titans. Suis-je vieux? Bah oui mon bonhomme, t'es vieux, autant l'accepter, mais n'hésite pas de temps à autre à faire pleurer le titan et tu verras, ça te donnera un sacré coup de jus. On prend un autre appel, bonjour. Ouais, c'est ma femme, là. Ah, c'est ta femme? Ouais, c'est ma femme. Enchanté. Elle me reproche de lire des vieux Strange, elle dit que c'est puéril, et je suis embêté parce que moi j'aime bien ça. Ça n'est pas sale, pense aux fleurs. Et dis-toi que ce n'est pas parce que ta bourgeoise vit mal l'approche de sa ménopause qu'elle doit te reprocher ton éternelle adolescence. Et si elle avait un peu plus souvent les ovaires au bord de l'explosion, tu aurais autre chose à faire que de lire de vieux comics pour compenser. Il y aurait vraiment moyen de jouer à cache-tampon dans les replis. Donc moi ce que je te conseille, c'est de te prendre une Géraldine de 25 ans et tu verras que rien ne vaut un bon comics, un fauteuil confortable et une bonne petite pipe. Ça passe crème. Ah bah merci, Dr Zombie, hein. Tu es un poète, toi, hein. T'es le Michel Baudelaire des lecteurs de vieux comics. Eh ben merci. Et donc si jamais vous sentez qu'il y a encore une paranormal activity dans votre slip, et que vous sentez qu'il y a encore possibilité de créer un choc du titan, c'est que vous êtes encore jeunes les gars. Allez, envoyez le bousin. Salut YouTube, tu aimes les pépitos? C'est sans aucune oppression systémique que je vous invite à ce nouveau voyage dans le temps. Écrasez-vous l'arrêt dans votre fauteuil et viendez avec moi les gens. Accrochez-vous aux manches et ça va glisser tout seul, comme je dis souvent à ma femme. Quand j'étais adolescent et dévoreur de comics Marvel grâce aux éditions Lug, je n'ai bizarrement jamais accroché la revue Titan. Son contenu ne m'emballait guère à l'époque. Un peu comme si aujourd'hui tu me proposais un sauté de pangolin ou un ragoût de chauve-souris. Les nouveaux mutants ne me plaisaient pas du tout, ils étaient pour moi des ersatz inutiles des X-Men. La jolie Dazzler me plaisait sous les coups de crayon de John Byrne, mais sa série dans Titan ne m'intéressait pas. Les récits à l'eau de rose insistaient un peu trop, à mon goût, sur le fait qu'il y avait longtemps que la jolie ne s'était pas faite amidonner le col. On repassera. Je n'accrochais pas non plus Machine Man, dont les aventures de robots dépourvus d'humanité m'empêchaient d'avoir de l'empathie pour ce truc. Alors certes, j'adorais la trilogie de la Guerre des Étoiles, et je parle bien de l'unique trilogie, on est bien d'accord, hein, sur le sens de mes mots ici, et le premier qui la ramène à ce sujet, je vais lui faire augmenter d'une octave sa contre-argumentation, à grands coups de pied dans les couilles, hein. Mais non, je déconne, on se détend le slip les cocos, on n'est pas sur Twitter, vous le savez bien, je suis un mec à la cool, hein, je suis pas un enculeur de maman. Mais c'est vrai que pour en revenir à Star Wars, hein, les aventures papier de Luke, de Han Solo et de Leia me laissaient totalement indifférent. Peut-être que le sommaire fluctuant de la revue me rebutait et que ce que je considérais comme des récits de super-héros de Second Zone... Des Second Zone, des Second Zone, je me suis trompé. Bref, des récits de super-héros de Second Zone me détournaient de cette revue. Le peu d'argent de poche que j'avais était consacré à Strange et Spécial Strange, beaucoup plus riche en émotions et en oligo-éléments, et ce n'est que rarement que j'achetais Titan. Quand j'allais sur le marché de ma ville pour acheter les vieux exemplaires des revues lugiennes, Titan n'avait aucune chance de finir entre mes mains. Mais allez, pas le temps de niaiser, wesh, venons-en au cœur de mon sujet. Une seule série m'a poussé à rechercher les vieux titans lorsque je l'ai découverte dans le numéro 9 de juillet 1977, la série des champions. Parce que pour moi, à l'époque, c'était enfin des super-héros dignes de ceux de Strange. Ah! Sur la couverture, la veuve noire, évanouie, était entre les mains d'un méchant random. Putain mais random ça prend un N, gros naze. Et Hercule s'apprêtait à le frapper de sa force olympienne. J'adore cette couverture. Tu sens que le costaud il est vénère, et que s'il y avait une bulle pour illustrer ce qu'il avait dans la tête, il te dirait sûrement à l'autre vilain, quand je me serai occupé de ton cul, il y aura plus que des pièces d'origine. À l'intérieur, je découvrais une équipe bizarre de super-héros venus d'horizons différents affronter le vilain Ravage, le super bâtard né de la crise économique, en somme. Je ne sais pas si c'était de voir Iceberg, Angel ou la belle veuve noire, mais j'ai kiffé rapidement et j'ai cherché à constituer la suite des aventures de cette étrange équipe. D'autant que dans la foulée, j'avais été emballé par les dessins de John Byrne dans le Titan numéro 17. Ah! Nous racontant une histoire dynamique et dont la couverture avait de quoi stimuler mon imagination avec la veuve noire et le cavalier fantôme poursuivi par un personnage encapuchonné sur un essaim de bestioles gigantesques.
La série originale des Champions comprend 17 épisodes publiés d'octobre 1975 à janvier 1978. Une succession de dessinateurs a contribué à l'élaboration graphique de la série, allant de Bob Hall à Don Heck, en passant par George Tuska et John Byrne. Et c'est d'ailleurs l'un de ses points faibles, car graphiquement, il n'y a aucune cohérence graphique, chacun ayant son propre coup de crayon. Et ça se ressent sur le design, hein. Regardez cette pauvre nébuleuse noire, on dirait qu'elle sort d'un boucaquet. Oh bah dis donc Jamie, bah c'est quoi un boucaquet? Du côté du scénario, c'est Bill Mantlo et Tony Isabella qui s'y collent. Les aventures des champions ont été publiées à partir du Titan numéro 4 de septembre 1967 au numéro 21 de juillet 1979. Dans le Titan 19, on a quand même un épisode qui n'est pas tiré de la série officielle, mais qui est en fait la traduction du comics book Super Villain Team Up 14, dont la fin de l'intrigue se termine dans le champion numéro 16. Ces épisodes voient Fatalis et Magneto faire alliance avant de finir par s'affronter, le docteur de Latverie ayant créé un gaz capable de manipuler tout le monde, et au final on a un beau bordel graphique où les champions, Hulk et même le fauve se mettent sur la gueule avant que le final expéditif fasse une sorte de reset où tout le monde a oublié pourquoi il s'était battu. Né en octobre 1975, dans The Champions numéro 1, les champions de Los Angeles sont une création de Tony Isabella et de Don Heck, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce qu'il y a des gens qui sont étourdis. Cette équipe est la première à être basée sur la côte pacifique des États-Unis, bien avant les Vengeurs de la côte ouest. Joli. Comme autrefois, les Vengeurs s'étaient formés pour affronter Loki, et bien les champions se groupent pour affronter Pluton. Il a vraiment un nom de bolos celui-là. Hein. Lors d'un combat opposant au départ Hercule l'Olympien à Pluton, il est aidé par Angel et Iceberg, deux anciens X-Men, mais aussi la plantureuse Veuve Noire. Oh, you touch my tra-la-la. Et Johnny Blaze, le Ghost Rider, sur sa moto de frimeur, genre je fais le malin à Ronnie Sous-Bois. Et au final, à l'issue du combat, les héros décident de rester ensemble pour former une équipe affrontant le mal. La Veuve Noire devient le leader du groupe, contrairement à l'idée que Hercule soit le leader légitime du fait de ses gros biscottos. Au cours des aventures, la nébuleuse noire, alias Darkstar, viendra compléter les rangs de l'équipe. Avec Natasha, on a deux jolies Russes dans l'équipe, et leur beauté froide avait de quoi faire dégeler le moujik. Sérieux, pas besoin d'aller à Navarone pour avoir des canons, hein. Ces deux nénettes-là étaient explosives. Mais on se calme les cocos, on n'est pas là pour se faire un 5 contre 1. Malgré une équipe qui a de la gueule, de par la composition de ses membres, bah oui, hein, les véritables bails sont présents, hein, comme disent les jeunes, et ben la série fait partie des exemples de bandes dessinées de super-héros ayant échoué lamentablement. Déjà, il faut répéter que la succession d'artistes, 12 combinaisons d'écrivains, dessinateurs et encreurs, et ben c'est difficile de collaborer. Peut-être qu'en 1941, ils auraient été ravis de collaborer, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, quand on a autant de personnes qui travaillent sur une série, et ben ça nuit forcément aussi le graphique de ces aventures. Après, vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que moi, hein, à partir du moment que vous laissez une argumentation tient la route dans les commentaires, moi ça me va, hein, car je vous rappelle qu'on a beau être au pays de Descartes, on ne sait pas débattre. T'as compris? Descartes, débattre, battre des cartes. Abonne-toi. Le manque d'homogénéité, disais-je, avait de quoi agacer les lecteurs adolescents. Et aux États-Unis, la publication était plus ou moins irrégulière, hein, soit mensuelle, soit bimestrielle, donc c'était difficile de fidéliser du monde. Et c'est surtout le manque de direction cohérent qui est le plus reprochable. Il n'y a pas de fil conducteur, d'intrigue sur plusieurs épisodes capables de tenir en haleine, comme par exemple l'arc du Phénix Noir dans les X-Men. Pourquoi est-ce que les champions existaient? Quelle était la raison pour qu'ils continuent à travailler ensemble? Et puis l'absence d'un ennemi juré du groupe ou d'une némésis récurrente empêche le lecteur d'accrocher à cette histoire. Pas de galerie de voyous propres à la série, les nouveaux ennemis étaient occasionnels, et les champions se sont contentés d'affronter des méchants qui existaient déjà chez Marvel. Bon, et puis je voudrais pas dire, mais enfin quand même, à mon sens, de toute évidence, il est... Putain, mais ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Et puis cette réunion est bancale, car le scénario lui-même insiste sur l'absurdité de cette alliance. Le Ghost Rider et Darkstar se sentaient peu acceptés par les autres membres. Iceberg était réticent à cette union, envisageant dans les premiers épisodes à quitter le groupe. Selon Tony Isabella, il voulait à l'époque une nouvelle équipe de super-héros, composée d'anciens X-Men et de Black Goliath. Mais ce dernier était devenu indisponible lorsqu'il fit ses débuts dans son propre titre. Len Wein, à l'époque rédacteur en chef, avait insisté sur le fait que l'équipe devait être composée d'au moins 5 membres, dont une femme,
Sam, un homme fort et un personnage avec sa propre série. Si Black Widow, Hercule et le Ghost Rider ont tout de suite été acceptés, il était question à l'époque d'avoir aussi Captain Marvel, Power Man et le Fils de Satan. Malgré des tentatives pour rebooster l'attrait des lecteurs, en les présentant dans des épisodes de Iron Man, comme par exemple l'Iron Man annual numéro 4, ou les Avengers 163, et les ventes étaient médiocres, et la série a dû s'arrêter. Au numéro 21, en juillet 1979. L'arrêt est assez brutal dans Titan, avec, comme à son habitude, la vilaine manie que Lug avait de ne pas donner d'explication. Preuve en est ce cartouche final annonçant le mois prochain, une aventure des anciens X-Men, avec en supplément l'araignée et la torche humaine. Essayez donc de ne pas vous chier dessus de surprise quand vous êtes un inconditionnel de la saga. Fin triste ou nette pour l'équipe, qui part par la petite porte de sortie, sans panache, malgré une bonne histoire face aux Sentinelles. En fait, l'histoire de la séparation de l'équipe sera expliquée de façon concrète en avril et mai 1978 dans The Spectacular Spider-Man 17 et 18 que les lecteurs français ont pu lire dans les Nova 14 et 15. Si au premier abord, ces deux Nova semblent afficher une assise avec beaucoup de caractère, ils sont en fait à l'antipode de cette impression et cachent un confort rare et élégant. Ainsi donc, les Champions sont considérés comme une œuvre ratée, dont la raison principale semble bien être le roulement constant des écrivains et des artistes incapables de donner une cohérence à leurs aventures. Et les Champions ont ainsi été en France l'une des nombreuses séries apparues dans Titan, qui a connu un destin éphémère, contribuant ainsi à la réputation du magazine Luguin, à savoir qu'il était le spécialiste des séries courtes et souvent inachevées. Voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve tout bientôt, à bientôt les geeks, et n'achetez pas chinois. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Non, Abdel Raf d'Afrique. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, mais c'est le Necronomicon! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bob Zombie. Bob Zombie.